notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Quand on découvre l'Algérie, c'est sensationnel. Surtout que 90 ou 95% n'avaient jamais été sur la Côte d'Azur. Donc c'est un peu comme la Côte d'Azur, quoi. Mais c'est une vraie découverte. J'ai rêvé cette nuit même que tu me disais je t'aime. Pratiquement, j'ai fait tout mon service au Sahara. J'ai fait 14 mois. Ne me fais plus attendre, oh dis-moi, oui toi, pourquoi? On mangeait mal, il faisait chaud et on buvait quand même pas mal parce qu'on avait soif. J'ai rêvé de Loire et Il y avait des montagnes de bouteilles vides comme des terris. Le gars qui n'a pas bu de bière en Algérie, qu'il lève son doigt. Hein. Alors c'est sûr que si on en buvait 7, 8, ça allait, mais quand on commençait à en prendre 12... pourquoi? Crois-moi, sans amour, plus rien ne va, et j'ai tant besoin de toi. On avait quand même une radio. On écoutait RTL et aussi le début d'Europe numéro 1. Mais dire qu'on écoutait vraiment des informations, c'est pas vrai. Non, on n'avait pas d'actualité. Non. Vous savez, là, au Sahara, par rapport à Alger, c'est loin. Hein. Alors là, les problèmes de l'Algérie, ils ne connaissaient pas. Hein. Non, ils ne connaissaient pas. Besoin de toi. Grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Les Français d'Algérie sont stupéfaits. Celui qui déclarait les comprendre un an plus tôt est-il déjà en train de les abandonner? Minoritaires sur leur terre natale, ils savent bien qu'un vote sur l'autodétermination n'a aucune chance de leur être favorable. Il aurait été si facile de dire « c'est foutu, eh bien on va vous tous vous rapatrier en France, on vous trouvera un travail, une maison, vos compatriotes vous accueilleront et vous verrez, et puis au bout de quelques années, tout ira mieux. » Non, là on s'est foutu de nous, pour parler clairement mais vulgairement aussi, j'entends bien, on s'est moqué du monde. Mais à ce moment de l'histoire, De Gaulle voit les choses autrement. Il veut croire qu'une issue politique à la guerre est encore possible et qu'elle peut déboucher sur une nouvelle association entre les Algériens et la France. Ou comment donner plus d'autonomie à l'Algérie pour pouvoir y rester. Je n'imaginais pas qu'un jour, on puisse partir. J'ai y cru qu'on pourrait continuer à vivre là. Je n'imaginais pas autre chose, de toute façon. Mais quand il m'est apparu que non, que ça ne pourrait pas se passer comme je croyais, comme j'avais souhaité, à partir de là, j'ai eu un sentiment d'irréalité. J'ai commencé à avoir ce sentiment que la France que jusque-là on voyait comme en faisant partie, mais là, non. Je commençais à me dire, mais non, peut-être qu'un jour il va falloir passer là-haut, de l'autre côté. Mais sur le plan militaire, personne ne parle encore de départ. Au contraire, l'armée française maintient la pression, afin de marquer encore des points. Appelés du contingent, militaires de carrière et logistique continuent d'affluer chaque jour en Algérie.
Dans le bled, nous ne sommes pas au contact rapproché on ne lit pas le journal, on n'écoute pas la radio, on a des informations par les gens qui rentrent de permission, etc. On est vraiment ailleurs. À ce moment-là, quand il dit ça, De Gaulle, en septembre 59, ce discours dans lequel il évoque l'autodétermination, qui en fait est une porte ouverte à l'indépendance, c'est évident. Et à ce moment-là, nous sommes convaincus que c'est pour tromper l'ONU. Car il faut dire qu'à l'ONU, nous avons tout le monde contre nous. Le monde arabe, le monde soviétique, les Américains, tout le monde est contre nous. Et donc, on se dit, ah, De Gaulle est à droit, il laisse cette porte ouverte pour faire en sorte qu'à l'ONU, les attaques soient moins violentes, qu'on lui laisse un peu de temps. Sur le terrain politique, De Gaulle refuse toujours de discuter avec le FLN et son gouvernement en exil. Il cherche d'autres interlocuteurs avec qui préparer l'avenir de l'Algérie. Alors, il autorise Messali Hadj, le leader historique du nationalisme algérien, à quitter sa résidence surveillée à Belle-Île-en-Mer. Une décision qui revigore les militants de son parti, le MNA. Le parti était au creux de la vague. Et il fallait remobiliser, il fallait redynamiser, il fallait remonter la pente du MNA. Et à partir de là, Messali, il a revigoré le parti. Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination proclamé par le chef de l'État français. Pour nous, le plan du président de la République peut être considéré comme une base de discussion. On ne peut que se réjouir de cette importante déclaration qui répond nettement aux aspirations de notre peuple, qui décidera lui-même de son destin. Quant au MNA, il reste toujours fidèle à son programme. Aussi voit-il dans le gouvernement algérien par les Algériens l'annonce de l'instauration de la République algérienne, amie de la République française. Petit à petit, la situation, elle s'est un petit peu améliorée, et donc il y avait moins de tension, il y avait moins de peur. La confiance retrouvée des messalistes est de courte durée. Ils réclament l'indépendance comme le gouvernement algérien en exil et ils refusent d'être instrumentalisés par De Gaulle. Mais c'est le FLN qui tient la France en échec. Hors de question de partager les bénéfices de la lutte avec le MNA. Alors la guerre fratricide entre Algériens s'intensifie. Messali Hadj lui-même devient une cible. Messali Hadj, il a été tout le temps sous la protection des policiers français. On n'a pas pu l'atteindre. On a atteint ses principaux responsables, ses adjoints. On les a atteints, on les a abattus, on les a tués. Mais lui, on n'a pas pu le joindre parce qu'il était fortement protégé par la France. J'ai eu la chance de recevoir une invitation de l'amicale de Sciences Po d'Alger pour faire un voyage d'information. Donc ça commençait par la visite de la Casbah d'Alger. Tous les coins de maison sont numérotés à la peinture, chaque truc est quadrillé et les paras sont à chaque coin. Donc si vous voulez, là c'est une sensation vraiment physique, c'est l'occupation. Deuxième sensation forte, c'est la visite du plus gros propriétaire capitaliste agricole finançant tout ce qui pouvait être Algérie française et me disant du bien des travailleurs algériens parce qu'ils sont très obéissants, etc., etc. Et puis une halte dans le Loir-Senis, qui était un des hauts lieux des combats. On a un entretien avec le capitaine qui nous fait le grand discours très puissant de la guerre psychologique et de la lutte contre le communisme international et ses dérivés.
Les étudiants de l'amicale d'Alger étaient très sympas. Ça m'a effectivement, perturbé, enfin troublé, attristé, quoi, que ces gens qui étaient coupables de rien risquent de se trouver dans une situation dramatique. Est-ce que vous avez des camarades musulmans? Vous êtes étudiant, par conséquent, vous les rencontrez sur les bancs de la faculté. Est-ce qu'il y a une certaine sympathie avec eux? Une certaine sympathie. Plutôt là, on pense à travailler, mais on égare tout point de vue politique. J'ai des voisins, mais dire camarades, non. Vous ne sortez pas avec des musulmans, vous n'allez pas au bal, vous n'allez pas danser, ah vous non, n'allez pas au du cinéma tout. avec eux. Il faut les connaître pour pouvoir les juger. Alors nous qui les connaissons, on peut les juger et on peut voir les indigènes. Hein, et on peut voir que l'association est impossible. Parce qu'il s'est créé un fossé entre nous et on ne peut pas le reboucher, ce fossé. C'est fini, c'est trop tard. Dans les rangs de l'armée française en Algérie, la nouvelle orientation politique de De Gaulle vers l'autodétermination fait grincer des dents. Le général Massu a exprimé son désaccord publiquement. Il doit aussitôt quitter Alger. Privés de l'un de leurs héros, les ultras de l'Algérie française laissent éclater leur colère. On est en opération, je rentre le soir et on dit tiens, il y a le radio qui me dit ah mon lieutenant, il y a Alger, il se passe des choses à Alger, ça tire dans Alger. Le 24 janvier, il y a eu cet abominable affrontement entre les gendarmes mobiles et la population pied-noir. Les pieds-noirs, très énervés, ont tiré sur les gendarmes. Ils en ont tué, je crois, une vingtaine, de mémoire. Et évidemment, les gendarmes ont riposté. Ils en ont tué une douzaine, je ne sais plus combien. Et à partir de là, il y a eu une crispation complète. C'était Claude Paul Pagéard qui vous parlait d'Alger RTS. À vous, Paris. Donc s'est installée une espèce de poche de résistance. C'est l'affaire dite des barricades. Dans le bled, on écoute ça à la radio avec intérêt. Et à 10h du soir, ordre pris, demain matin, vous êtes pris en hélicoptère et vous partez sur Alger pour remettre de l'ordre dans tout ça. Alors à l'arrivée, grosse surprise. Les pieds noirs se prosternent. C'est les parachutistes. Pour eux, les parachutistes, c'est les sauveurs, quoi. Hein. Et on découvre une population charmante de très jolies femmes. Très jolies filles. Les filles d'Alger étaient superbes. C'est un très bon souvenir. Et donc, on reste là, je dirais, en interception, en maintien de l'ordre, en quelque sorte, sans intervention. Certains à Alger sont entrés en insurrection. Ils se dressent en armes contre l'autorité de la France. Je dis à tous les soldats français, votre mission ne comporte aucune équivoque et aucune interprétation. C'est moi qui porte le destin du pays. Tous les soldats français doivent donc m'obéir. La question s'est posée, est-ce qu'on sera obligé de tirer sur d'autres Français? Il y a la discipline militaire, il y a les ordres que nous aurions reçus. Il n'y avait pas de problème, en ce sens qu'il y avait un problème moral, si vous voulez, mais le jour où on nous aurait dit il faut tirer, on aurait bien été obligé d'y aller. Une semaine de barricades. 15 gendarmes tués par les ultras. Pour la première fois dans ce conflit, des Français ont tiré sur d'autres Français. Les leaders de l'insurrection finissent par se rendre. Mais pour De Gaulle, ils sont allés trop loin. Les milices de l'Algérie française sont dissoutes
et leur soutien au sein de l'armée reçoivent l'ordre de quitter le territoire. C'est là qu'on a basculé politiquement, je dirais. À partir de là, on prend conscience de la manœuvre gaulliste. Alors, elle se fait pas immédiatement. Le basculement n'est pas immédiat. Il se fait tout au long des années 60, en fait. Tout au long des années 60, petit à petit, on prend conscience qu'il est en train de nous orienter vers un départ, quoi. Renoncer à l'Algérie, peut-être, mais pas complètement. Car il y avait le Sahara, ce désert immense, à lui seul 4 fois plus grand que la France. Il était inhospitalier, mais très précieux. Car en 1956, on y avait trouvé du gaz et du pétrole. Et puis le Sahara était aussi une zone d'intérêt stratégique majeur pour l'armée française. C'est pour ces raisons que des milliers de soldats du contingent y stationnaient, en noyant leur ennui dans des litres de bière. Je me souviens, on avait un capitaine qui était venu nous voir dans le réfectoire parce qu'il n'y avait pas de salle de réunion. Et il y en a un qui a dit, mais il n'y a pas de danger. Il dit, écoutez, je suis là avec vous. Hein. Si il y avait du danger pour vous, il y aurait du danger pour moi. Alors ils nous ont fait le jour J à 5-6 heures du matin. Ils nous ont fait asseoir, le dos tourné à l'explosion nucléaire, la tête entre les jambes. Alors on entendait le décompte et puis quand ça se déclenche, on n'entend absolument rien. On n'entend rien du tout. Ben alors nous qui avons la tête entre les jambes, assis, eh ben, la lumière nous a traversé le corps, tellement c'était lumineux. On a vu la lumière, les yeux fermés, la tête entre les jambes, la lumière nous a traversé. Puis alors on n'entendait rien. Et puis alors le capitaine il dit maintenant vous pouvez vous lever, vous regardez. Alors on voit le champignon qui sort là d'un seul coup comme ça. C'est magnifique, hein, c'est que les couleurs sont sensationnelles. Et puis alors là, boum, comme un orage multiplié par 20 quoi. Et la terre elle bouge comme ça. On était allé 25-30 km, quoi. Mais on la voyait bien en face. Hein. J'étais une fois sur le point zéro, un dimanche après-midi. On s'ennuyait parce qu'on avait la possibilité de faire ce qu'on voulait. On avait des jeeps, on avait des véhicules. On prenait, on allait voir, on faisait ce qu'on voulait. Comme ça, on était libre. Et en plus, il n'y avait pas de grade là-bas. Il n'y avait pas de galon, il n'y avait rien. Et bien, on était voir un gars. Tu veux voir, moi, je vais t'emmener. Bon, on est passé là, il n'y avait personne qui nous arrêtait. Voilà. Oh, une grande tache noire, là. Moi, personnellement, j'ai rien eu. J'ai des copains qui sont morts, mais c'est parce qu'ils allaient au point zéro avec des camions le lendemain ou le surlendemain. Donc, ils se sont contaminés, je suppose. Hein. Moi, j'ai eu la chance de passer à travers. Maintenant, tous les copains que j'ai connus, que j'ai retrouvés, ils sont morts depuis longtemps. Mais bon, est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour autre chose? Je sais rien. Je sais rien. Approchez-moi pour les plaques. Formez-vous. Allez vous rhabiller. Alors, premièrement, on a vu la lumière. On n'a pas regardé la lumière parce qu'il paraît que c'est très dangereux pour la vie. Tout le village l'a vu, non? Non, pas tout le village. Est-ce qu'on a eu peur? Oui, la population a eu très peur de l'explosion parce qu'on ne sait pas ce que ça fait. Oui. Qu'est-ce qui a fait peur? C'est le bruit de la bombe. Il y a eu des dégâts ou quelque chose? Non, 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 il y a eu quelques portes ouvertes, c'est tout. Peu soucieuse des effets des radiations, la France se félicitait de ses essais nucléaires. Elle devenait le 4e pays à disposer de la bombe atomique. Une grande puissance aux côtés des États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni. Quel intérêt y avait-il alors à poursuivre en Algérie une guerre coûteuse et d'un autre âge? Pour De Gaulle, l'heure a sonné de s'en dégager. Alors le chef de l'État se résout enfin à entamer des discussions avec le GPRA. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle.
Le gouvernement provisoire de la République algérienne présente un visage uni, mais en coulisses, ses dirigeants sont divisés. Une faction dure, liée à l'armée, prend peu à peu le pouvoir. Elle prône l'intransigeance face à la France. C'est l'impasse. We don't trust the French government. We state firmly that the French are not in a position to reach a military solution. They cannot beat us. And we are in a position to resist for years and years. First, because we have the fighting spirit. Second, because we have a just cause. Third, because we have the backing of all Asia and Africa and of public opinion in Europe to America. Every day which passes by is a victory for us. Au début, j'écrivais beaucoup. Après, j'envoie juste tout va bien. Voilà, ou j'envoie des télégrammes, tout va bien. On n'a plus l'esprit, on n'a plus le temps, on n'a plus... Et puis c'est surtout... le discours qu'on avait les intéressait pas, hein, c'est évident. Dans les familles, dans les amis... Moi, ma petite copine, quand j'ai eu une permission, elle m'a plus reconnu. Moi, je l'ai pas reconnu non plus. J'ai eu une permission de 15 jours. Je rentre à Tourcoing. Je suis accueilli comme un... Non, pas comme un héros, mais avec la plus grande satisfaction par ma mère, mon père, ma famille, tout le monde est là. Heureux de se retrouver. Mais j'ai quelques appréhensions. Je dis, tout a changé ici, il n'y a pas rien qui va, c'est plus comme avant. La seule chose que je ne ressens pas, c'est que c'est moi qui a changé. Et là, j'étais à peine rentré, je suis allé voir mon ancien employeur. Et il me dit, « Ah, t'as eu de la chance, hein, t'as fait un beau voyage. » Ben écoutez, je l'aurais pris par le collet, j'aurais bien secoué. Vous vous rendez compte, hein? T'as eu de la chance, t'as fait un beau voyage. Les gens ne se rendaient pas compte des problèmes qu'on avait. Et moi, je ne me rendais pas compte de mon état. Bougez pas, hein. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qui a tiré, là? Qu'est-ce qui a tiré? C'est que ce merdier, là. Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce qu'ils sont, là? Derrière cet arbre? C'est que cette merde, là. Vous les avez vus derrière l'arbre? Bougez pas, il est là. J'ai pas bougé. Il y en a 2 qui venaient d'arriver parmi les morts, 2 qui allaient être libérés, dont un que j'appréciais beaucoup, qui était un chauffeur de camion, qui était breton. Et il avait eu sa permission, parce qu'on avait droit qu'à une permission de 15 jours pendant 18 mois. Hein. Il avait une copine et était tout fier de nous dire « Je vais être papa quand je vais être libéré ». Bah, le pauvre vieux, il a fait un orphelin. C'est des trucs qu'on ne peut pas accepter, ça, c'est évident. J'avais un seul ami et on me l'a tué. Il était plus que lui, il était un peu moi. Je crois qu'en le tuant, on m'a aussi tué. Et je pleure la nuit, mais on ne le sait pas.
Ouais, c'est des moments très pénibles quand on doit, dans la Piole, enfin la Piole, c'est pas la Piole, c'était Gourby, on doit séparer les affaires civiles et les affaires militaires. Ça pose problème. Ouais. C'est des moments difficiles. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des... La société française était en pleine mutation. Elle se modernisait. On écoutait la radio à transistor, on regardait la télévision qui entrait peu à peu dans les foyers. Les aspirations de la jeunesse se transformaient. Pour ceux qui avaient 20 ans, est-ce que la guerre en Algérie avait encore du sens? Pourquoi partir là-bas? On préférait danser sur des rythmes nouveaux plutôt que de marcher au pas d'un ancien monde. Le sentiment d'absurdité et de révolte s'accentuait chez certains. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'enfants maintenant, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Allez, Rocky! En septembre 1960, des intellectuels et des artistes de gauche publient un manifeste qui fait grand bruit. Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés. Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Déserter, c'est autre chose parce qu'on n'est plus du tout avec personne. Et en plus, quand on a déserté, on ne peut pas revenir dans son pays tout de suite. Faut aller vivre à l'étranger, etc. C'est pas... ça m'est pas venu du tout à l'idée parce que de toute façon, je voyais pas ça comme ça. Moi, je préférais refuser de combattre en écrivant une lettre au président de la République, en prouvant ce que je fais et tout. En plus, dans la lettre, j'ai dit que c'est moi qui défends la République, parce que la République y a marqué dans le préambule, enfin, on n'ôtera jamais notre force contre la liberté d'aucun peuple. Alors, quand on voit ce qu'on a fait, on dit bon, ça va. On a été 60 à refuser totalement de la faire. Alors évidemment, sur 2 millions de soldats qui sont passés là-bas, ça fait pas beaucoup, 1%, mais c'est quand même ça. Trahir les valeurs de la France ou lui rester loyal malgré tout? À qui et à quoi rester fidèle? Tant de dilemmes se posaient aux consciences. En octobre 1960, un contre-manifeste condamne les appels à l'insoumission et à la désertion. Des centaines d'universitaires et d'intellectuels le signent pour résister à l'abandon. C'était contre les intérêts de la France de s'opposer à cette guerre. Donc, à la limite, c'était des criminels, quoi, parce que on peut pas, pendant que les Français se font tuer en Algérie, c'était des coups de poignard dans le dos, quoi. Les partisans de l'Algérie française ne lâchent rien. Écarté du commandement militaire en Algérie, le général Salan vient les galvaniser en organisant à Paris une conférence de presse spectaculaire. En pleine période de vive tension entre le monde communiste et les puissances occidentales, le ton est donné. J'ai eu l'honneur de garantir l'intégrité ainsi que, et surtout, la fidélité à la mère patrie durant les heures tragiques d'une période historique. Il y va de l'honneur du pays qui ne saurait aussi avoir fait couler pour la défense de cette province tant de sang et tant de larmes, qui ne saurait enfin livrer les rives de la Méditerranée et au-delà tout le continent africain à l'hégémonie du monde totalitaire. La France en Algérie défend l'Occident
en barrant la route à l'impérialisme soviétique. Il y a une grande déception chez les militaires, hein. Une grande déception parce que militairement, la guerre a été gagnée. Donc on leur enlève un peu leur victoire. Malgré le contrôle de l'information et malgré la censure, la France restait un État démocratique où les points de vue pouvaient se confronter. Au sein de la jeunesse en particulier, le conflit algérien était devenu central. Do people of your generation have feelings of conscience about the way the war in Algeria is being fought? Well, do you think we don't know what goes on there? Or people are sort of... No, but I biased? mean, one hears protests about torture and methods used by the military. I think I really don't know what to say because I don't think they exaggerate everything as usual. They don't really torture. They sometimes torture people, but it's like all police and military people. It doesn't worry you very much. No, I wouldn't say it does. What about you? It's not the main question, because the main question is the war, whether you have to stop it or not, and the torture is only... It is one reason why some people don't like the war. Yes, I think it is one of the main reasons of that, and also because women and children are killed by this war, which are innocent, of course. What do you think? Do you think there is likely to be a military coup d'État? J'avais un professeur de philosophie qui était très engagé sur le plan politique, sur le plan féministe. C'est par elle que j'ai entendu pour la première fois le mot spermatozoïde. Et elle était abonnée à un journal clandestin qui publiait les textes interdits partout dans la presse. Et je suis rentrée dans ma famille, j'avais 17 ans, totalement indignée, en voulant faire partager mon indignation. Et au lieu de cela, quand j'ai raconté à mes parents, mon père est entré en rage parce que je n'avais pas le droit de dire des insanités sur notre pays, qui ne pouvait pas se permettre de faire des choses pareilles, et que si des choses comme ça existaient, ça se saurait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à manifester contre la guerre d'Algérie. Et donc, mon père a fait aussi toutes les manifestations contre la guerre d'Algérie, parce qu'il me cherchait. On est étudiant en première année, on militait pour l'indépendance. Bon, il ne militait pas pour l'indépendance d'Algérie, pour la fin de la guerre. C'était pour la fin de la guerre. Parce que si vous, dans le temps, si vous présentiez dans vos papiers, dans votre acte, pour l'indépendance d'Algérie, vous risquiez de vous retrouver devant les tribunaux pour atteinte au moral de l'armée ou je ne sais pas. Donc, on militait pour la fin de la guerre, c'était pas militer pour l'indépendance. Nous faisions attention à ne pas pouvoir être inculpés d'appel à la désobéissance, à la soumission, etc. Mais il fallait sur le terrain français, évidemment, être actif. Et donc, nous lançons l'appel, l'UNEF lance un appel à toutes les organisations syndicales étudiantes et l'organisation syndicale à participer à une manifestation populaire dans la rue. Quand Papon a dit que la manifestation à Paris était interdite, on a trouvé une solution de repli acceptable par le pouvoir. C'était qu'on pouvait appeler à manifester à l'intérieur de la mutualité. Et que le débordement dans la rue, inévitable, était autorisé. Et donc la manifestation était un succès autour de la mutualité, ça débordait partout.
La police, tout de même, tapait dur, mais bon, c'est la règle du jeu. Moi, j'avoue que j'étais pas d'un courage physique extraordinaire, donc je cherchais pas à me mettre au premier rang. Et si je pouvais trouver dans la fuite la meilleure solution, je n'avais pas de honte à la choisir. C'était complètement bloqué. Oui, c'était, je crois, le sentiment profond d'un combat qui n'aboutirait pas sous ces formes-là, voilà. Et là, je rencontre un ami et il me dit « Est-ce que tu veux donner un coup de main aussi à un réseau de soutien ?» « Oui, dis-je, tout de suite. Non, j'étais convaincue d'avance que c'était une manière finalement d'aller contre cette guerre absurde. J'étais associée pour des transferts de fonds, des transports de militants algériens ou des responsables du FLN. On a fait des voyages vers le Luxembourg, vers la Belgique, vers la Suisse aussi. Alors il fallait que je m'assoie à côté de, si c'était un militant algérien, pour donner le change, comme quoi nous étions un couple. Enfin bon, rôle classique des filles hein, dans ces histoires. Mais enfin, on ne transportait pas d'armes, je crois pas. On transportait beaucoup de littérature, souvent de la littérature, des tracts, etc. On transportait des fonds, oui, des sous. Les membres des réseaux de soutien, qu'on appelait porteurs de valises, étaient peu nombreux. Et ils prenaient de grands risques. Le réseau le plus connu, créé par le philosophe Francis Janson, est déjà démantelé par la police lorsque Christiane rejoint celui d'Henri Curiel. J'avais une chambre près du Panthéon. On m'avait demandé de la laisser une nuit à un responsable algérien. Bon, il est arrivé, je ne sais plus comment je l'ai rencontré. Je lui ai laissé la chambre, j'ai été dormir ailleurs. Et le lendemain matin, quand je suis rentrée, surprise, il y avait des flics qui m'attendaient devant ma porte et qui ont mis le grappin sur moi. J'encourais une peine de 10 ans. Chers tous, vous l'aurez peut-être appris par les journaux, auquel cas je serais désolée de ne pas vous l'avoir dit moi-même. Je suis donc arrêtée, en 3 mots, pour atteinte à la sûreté de l'État. Ces messieurs m'ont écroué à la roquette, et l'instruction est ouverte. Pardonnez-moi, très chers parents, d'avoir pu vous cacher que mes opinions politiques pourraient m'entraîner si loin. Je ne regrette rien, sinon votre désarroi. Le général de Gaulle avait échoué à imposer un cessez-le-feu à ceux qu'il appelait avec dédain les dirigeants rebelles installés pour longtemps en dehors de leur pays. Pour éviter l'impasse, il lance une nouvelle offensive politique. Comme il sait si bien le faire, il choisit de s'adresser directement au peuple. L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Et celle-ci, je le déclare une fois de plus, ne fera opposition, aucune opposition, à la solution, quelle qu'elle soit, qui sortira des urnes. En décembre, de Gaulle se rend en Algérie. Il vient expliquer aux électeurs le droit à l'autodétermination qu'il va bientôt soumettre à référendum. Les ultras de l'Algérie française lancent aussitôt un appel à la grève générale. Elle est très suivie dans leurs bastions d'Oran et d'Alger. L'Algérie algérienne, c'est un slogan qu'on a fabriqué à Paris. C'est pas une émanation, c'est pas quelque chose qui est sorti d'ici. Ben, je peux dire qu'une chose, c'est que je voudrais plutôt que ça soit l'Algérie française, c'est tout. J'étais en 4e année de formation professionnelle, l'année de formation professionnelle à l'école normale d'Oran. Et l'école a été envahie par un groupe de manifestants extrêmement excités
qui voulait que les élèves maîtres de l'école normale sortent pour aller à la manifestation. Il y en a qui sont rentrés dans la classe et ils ont commencé à nous dire de façon extrêmement violente, hein, c'était très très violent. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas ici que vous devez être dans la rue, vous devez manifester. Les manifestations dégénèrent. À nouveau, la guérilla urbaine contre les forces de l'ordre. À nouveau, des Algériens assassinés. Le programme du chef de l'État est modifié pour lui faire éviter les grandes villes, car il fait l'objet de tentatives de meurtre. Mais rien ne le fait dévier de la ligne de conduite qu'il s'est maintenant fixée. L'Algérie nouvelle appartiendra aux Algériens, aux diverses communautés qui composent ce pays. La France est résolue à vous apporter fraternellement son appui et son concours dans la grande œuvre de développement qui est à la veille de commencer pour votre pays tout entier. Vive la Kabylie, vive l'Algérie et vive la France. Alors à ce moment-là, je deviens vraiment très engagé à Algérie française. Parce que toutes mes relations sont des lieutenants, mais souvent des pieds noirs. Donc nous sommes devenus un antigaullisme forcené, malade, la haine, hein, mais vraiment, c'est ça. À partir de fin 1960, il y a eu multiples organisations, toutes pro-Algérie française, qui se font dissoudre les unes après les autres par le pouvoir parisien. Les journaux sont de plus en plus censurés, donc il avait une pression énorme, c'est-à-dire on nous acculait peu à peu, soit à nous coucher, soit à nous battre. Le groupe Pieds Noirs, il manifestait contre les gardes mobiles. Et il disait Algérie française, Algérie française. Arrivé à Bellecour, un groupe de jeunes, ils s'en soulevaient, ils ont crié Algérie algérienne. Au début, c'était des gosses, et ça a ameuté. Et puis c'était des grands, et puis c'était d'autres machins. Et après, c'est monté. Et des femmes, des enfants, des adultes. J'avais 8 ans. On était conscient qu'il fallait être là, quoi. Les adultes, les femmes, les enfants, tout le monde, il y avait une espèce de détermination. On savait qu'il fallait montrer qu'on avait envie d'être indépendant et libre. Il y avait ce type de détermination qui tuait toute peur. Il y avait un monoprix et ce monoprix a pris feu. Et là, on leur a tiré dessus, carrément avec la mitrailleuse. Et je me souviens qu'on a vu les premiers morts.
Et on a vu des gens qui ont été recouverts comme linceul par le drapeau algérien, avec les taches de sang sur le blanc du drapeau. C'est resté une image très très forte pour moi. Jusqu'à présent, quand je vois le drapeau algérien, je vois du sang. Hein, il y a encore du sang. Quand le général de Gaulle est venu le 11 décembre 60 à Agbou, il devait dormir chez nous. J'ai senti qu'il se passait quelque chose là. Hein. Le menuisier est venu agrandir le lit, ils ont refait la salle de bain pour cacher les traces de balles. Ma mère était dans la préparation, le repas, elle avait fait plusieurs menus, donc il y avait une tension quoi. Je m'en souviens ça, c'était à la fois fascinant et puis on était content quoi, c'était quelque chose de très fort quoi. Puis finalement, vu qu'il y a eu les événements, ben, il est reparti le soir même, il n'a pas dormi à la sous-préfecture. Le général de Gaulle semblait très affecté par les événements de ces 2 jours derniers. Le danger des extrémistes est patent. Le FLN joue contre lui-même et met le feu aux poudres. Il permet de mobiliser les Européens et les militaires qui ne sont pas favorables à la politique voulue du général et de la France. Le bilan tragique et officiel est là. 84 morts et de nombreux blessés à Oran et à Alger. Le jour où il y a eu des manifestations du 11 décembre 1960 à Alger, nous avons vu un peuple défiler les mains nues face aux soldats, face aux chars, et en disant « Vive le FLN, vive la LN ». On s'est dit « Ça y est, maintenant, nous pouvons mourir tranquillement. Le peuple a pris la révolution dans ses bras. » Voilà. Et ça a été pour nous quelque chose d'extraordinaire. Les manifestations et leur répression ont un écho international. Dans plusieurs capitales du monde arabe, on proteste violemment contre la France. Les dirigeants du FLN sont surpris par l'ampleur du mouvement populaire et spontané qui a éclaté en Algérie. Le 16 décembre, Ferhat Abbès demande aux Algériens de cesser les manifestations et de laisser le GPRA agir sur le plan diplomatique. Nous avons demandé une réunion du groupe afro-asien pour discuter de développement de la situation en Algérie. À la suite de notre exposé, le groupe a décidé d'intervenir pour que le débat sur l'Algérie soit accéléré et que l'Assemblée puisse voter aussitôt que possible sur la résolution du groupe afro-asien demandant un référendum contrôlé et organisé par les Nations Unies. Le 19 décembre, à New York, une large majorité des représentants de l'ONU reconnaît le droit de l'Algérie à l'indépendance. Un mois plus tard, les Français répondent par référendum au projet politique que le général de Gaulle a élaboré tout au long de l'année 1960. La question est simple. Êtes-vous pour ou contre le droit à l'autodétermination des populations d'Algérie ? Monsieur, je vois que vous allez casser la croûte, comme on dit, oui, parce qu'il va être temps maintenant. Je m'excuse de vous aborder dans la rue. Je voulais vous poser une simple question. Est-ce que vous allez voter? Oui, je vais voter et j'espère que tout le monde votera, parce qu'il faut en finir avec cette guerre d'Algérie. J'ai un fils qui a 21 ans bientôt, et c'est comme une épée de Damoclès, cette guerre au-dessus de la tête. La nation a marqué une volonté qui exprime une confiance profonde. Qu'en Algérie même, malgré consignes et menaces, plus de 60% des électeurs sont allés aux urnes pour bâtir l'Algérie nouvelle selon une voie française à l'écart de tout ultimatum et de toute intrigue. La France et en son nom le général de Gaulle disposeront d'une force renouvelée.
En réalité, de très nombreux Algériens avaient boycotté ce référendum qui ne posait toujours pas la seule question valable aux yeux du FLN, oui ou non à l'indépendance. Quant aux Français d'Algérie, ils s'étaient déclarés en majorité contre le projet du général de Gaulle. La victoire nette du oui n'avait donc de réalité qu'en métropole. Et pour l'instant, elle ne changeait strictement rien à la vie de dizaines de milliers d'appelés. Je voyais des gars malheureux, très malheureux, et je pouvais rien faire pour eux. Le dimanche, il n'y avait rien à faire. Ils prenaient une brouette, il y en a un, il s'appelait Midé à Lyon. Il marquait Lyon-Perrache. Il partait avec sa brouette, il partait dans le désert. Elle leur disait, oh, ça fait au moins une demi-heure qu'il est parti, on va aller le rechercher. Il venait, on appelait ça le quart d'heure du Sud, il venait obsédé par partir à Lyon-Perrache. Obsédé. Alors qu'est-ce qui t'a pris, Midé? Je sais pas, je démarre. Bien sûr, on aspirait tous à repartir. On comptait les jours.